Stéphane Le Rudulier, on va voir le reste de l'actualité à travers les unes de la presse régionale. On en regarde trois ensemble. D'abord, les unes des dernières nouvelles d'Alsace. Dépouille des otages, la douleur d'Israël. Le Hamas qui a remis 4 corps hier, dont ceux de la famille Bibas. Les corps des 2 jeunes enfants ont bien été identifiés. Israël affirme qu'ils ont été tués en captivité par des terroristes palestiniens en novembre 2023. Israël qui affirme en revanche que le corps remis n'est pas celui de leur mère, mais d'une personne inconnue. Ils exigent que le Hamas rende le corps de Chiri Bibas. La deuxième une, c'est celle de la Dépêche du Midi. Retraite vers une nouvelle réforme, remise du rapport de la Cour des comptes, on l'a vu dans le journal, qui va servir de base aux partenaires sociaux qui se réunissent à partir du 27 février. Et puis la dernière une, c'est celle du Télégramme. À la veille du salon, le monde paysan vigilant. Emmanuel Macron attendu demain à l'ouverture du salon de l'agriculture. Le Parlement qui a d'ailleurs adopté hier définitivement la loi d'orientation agricole censée répondre à la colère du secteur. Quelle une choisissez-vous ? Écoutez, je prendrai la première une pour faire un clin d'œil à nos amis israéliens. Il y a des relents du 7 octobre. C'est tragique ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans un conflit qui ne cesse d'inquiéter le monde entier et dont on ne voit pas l'issue. Et ça, c'est très inquiétant. Et derrière ça, il y a des vies humaines qui ont été arrachées le 7 octobre, qui ont été arrachées après, bien évidemment. Et malheureusement, cette séquence tragique nous rappelle que nous sommes véritablement peu de choses dans ce monde. Et dès qu'on touche malheureusement à ce qu'on a plus cher, c'est-à-dire nos enfants, quand on remet malheureusement des cercueils aux parents, c'est toujours quelque chose de tragique. En fait, c'est une forme d'échec également de la communauté internationale. On va parler d'un autre conflit, le conflit en Ukraine. Emmanuel Macron qui a sonné le tocsin hier, ce sont ses mots. La situation va nous imposer des efforts, a dit le président de la République. Il a raison, la menace est réelle. Il a raison d'employer ce ton un peu alarmiste. Je pense qu'il a raison. Nous sommes, à mon sens, dans un changement de paradigme en matière de géopolitique, où les États-Unis ont les yeux rivés sur la Chine, son concurrent premier. Et pour affaiblir la Chine, il a besoin de casser l'axe Russie-Chine. D'où le rapprochement avec Vladimir Poutine. Ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit dans le cadre des négociations futures. Et dans le même temps, une Europe qui, malheureusement, pour l'heure, n'est pas armée, et je prends ce mot à dessein, pour elle-même se défendre face à des blocs comme la Russie, comme le Proche-Orient. Et donc, là-dessus, il faut, avec nos amis européens, peser les choses et véritablement avoir une politique européenne de la défense. Ça fait X années, des décennies, des lustres qu'on la réclame. Je pense que le moment est venu. S'agissant principalement de l'Ukraine, là aussi, c'est de notre défense qu'il s'agit, mais dans le même temps, je pense que l'Ukraine doit être une zone tampon entre l'Europe et la Russie, d'où le fait de ne pas provoquer inutilement Vladimir Poutine et de s'interroger sur le fait que l'Ukraine doit rentrer ou pas dans l'OTAN ou pas dans l'Union européenne. Je pense que là-dessus, il faut un moratoire pour bien réfléchir avec l'Ukraine à un scénario qui apaisera en fait. Pour l'Union européenne, il ne faut pas rentrer tout de suite dans les discussions d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je pense que là-dessus, il faut, à mon avis, peser les choses et obtenir la paix et derrière voir comment on gère en fait cet axe et l'Ukraine qui est en fait un pays charnière entre l'Europe et la Russie. Il y aura un débat au Parlement début mars, après les vacances parlementaires. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ? Qu'on puisse avoir déjà un éclairage du gouvernement et puis derrière qu'on puisse parler d'une seule voix sur ce qui est notre politique étrangère ou notre politique de défense. Je pense que c'est important que l'ensemble des partis, au vu des enjeux, s'accordent sur ce sujet, d'où le débat et il est le bienvenu.
L'autre sujet, on l'a vu dans le journal, c'est ce rapport très attendu de la Cour des comptes qui a donc été remis hier sur la situation financière de notre régime de retraite. La Cour des comptes qui décrit une situation financière préoccupante. Est-ce que, comme le dit Marie-Lise Léon de la CFDT, on l'a entendu, la réforme de 2023 qui était censée résoudre les problèmes, c'était du pipeau? C'est difficile de répondre à cette question. Moi, je suis convaincu qu'on est en train de mentir aux Français. Le problème de la réforme des retraites, c'est d'abord et avant tout un problème démographique. Aujourd'hui, on a 1,4 à 1,5 actifs qui financent un retraité. En 2002, nous étions 10 millions de retraités. En 2025, c'est 18 millions. On a pris 47% d'augmentation. C'est normal, on a un vieillissement de la population. Il y a 5 générations, aujourd'hui, qui cohabitent en France, et on peut s'en réjouir. Tout le monde connaît ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Ce qui veut dire une chose, c'est que le système de répartition qui a été pondu en 1945 sur une croissance démographique anticipée, la reconstruction, n'est plus viable. Et vous pouvez, ad vitam aeternam, vous interroger sur repousser l'âge de départ en retraite, 64, on voit très bien que c'est pas suffisant, on peut aller à 67, on peut aller à 70 ans. Le problème, il est véritablement pas là. Il faut qu'on passe d'un système de répartition qui doit être notre socle de solidarité. Pour avoir un minimum de retraite, c'est le système de répartition qui doit le garantir, mais dans le même temps, adosser un système de capitalisation. Aujourd'hui, il y a un Français sur 4 qui bénéficie de ce système de capitalisation. Il y a une forme d'injustice sociale. C'est généralement les plus hauts revenus qui bénéficient de ce système de capitalisation. Et je rappellerai juste, le premier système de retraite en France, c'est 1909. Système de capitalisation pour les ouvriers, pour garantir un revenu de 3 000 francs à l'époque, minimum par an. Les partenaires sociaux vont commencer à discuter la semaine prochaine sur la base de ce rapport de la Cour des comptes. Est-ce que s'ils trouvent un accord, vous vous engagez à le voter? Écoutez, je pense qu'on met toujours en avant le dialogue social. À un moment donné, s'il y a une conclusion, vous savez, moi je pense une conclusion positive en disant on a une issue, pourquoi pas le voter, au contraire. Et s'ils reviennent sur les 64 ans? Je pense que ce ne serait pas raisonnable. Vous le voyez bien, on est dans une spirale déficitaire. Je veux juste rappeler que derrière ces chiffres, la moitié de notre dette est consacrée, en fait, a été consacrée au financement de la réforme des retraites. Ça, c'est factuel et c'est le Premier ministre qui l'a rappelé lors de son discours de politique générale. Donc vous voyez bien qu'on est au bout d'un système. Malheureusement, je crains fort que nous ne pourrons pas engager une réforme structurelle de financement des retraites avant 2027. On va passer à l'actualité du Sénat. 2 jours après la convocation de Robert Ménard devant la justice pour avoir refusé de marier un homme sous OQTF, le Sénat a voté hier pour interdire les mariages d'étrangers en situation irrégulière. Vous étiez rapporteur de ce texte, Stéphane Le Rudulier. On va voir les temps forts de la séance avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour. Et Audrey, le Sénat a donc adopté hier une proposition de loi centriste qui visait à interdire le mariage entre Français et étrangers illégaux. En effet, une proposition de loi adoptée à 227 voix pour et 110 voix contre qui résonne, vous l'avez dit, avec l'actualité, puisque le maire d'hiver droite de Béziers, Robert Ménard, est actuellement devant la justice pour avoir refusé de célébrer le mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. C'était en 2023. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité. Mais pour le sénateur centriste Stéphane Demilly, l'auteur de la proposition de loi, c'est une autre affaire qui l'a poussé à faire ce texte, celle du maire UDI d'Amont, Stéphane Villemotte. On écoute le sénateur. Il a refusé de célébrer le mariage d'un individu placé sous obligation de quitter le territoire français, ancien président d'une mosquée fermée pour discours haineux et apologie du djihad armé. Et monde à l'envers, cet individu sous OQTF a porté plainte contre le maire, qui de ce fait encourait une peine de prison, d'inéligibilité et le versement de dommages et intérêts. Heureusement, la justice a tranché en faveur du maire. Mais comment est-ce possible de placer un élu de la République dans une telle situation ? L'objectif du centriste, c'est donc de clarifier la loi pour mieux protéger les maires. Et la proposition de loi elle a été réécrite en commission des lois.
Oui, car on est sur une ligne de crête ténue. En France, le mariage est une liberté fondamentale protégée par notre Constitution et consacrée par un grand nombre de textes, dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel s'est d'ailleurs déjà prononcé sur ce sujet en 2003 et il avait rejeté une proposition similaire. Mais pour le garde des Sceaux qui soutient le texte, le gouvernement soutient le texte, la France a changé en 20 ans. 2 fois la même question au juge constitutionnel à 20 ans d'intervalle n'est ni insolent ni kamikaze. C'est reconnaître que la société évolue, que les enjeux changent, qu'il appartient à notre plus haute juridiction d'accompagner cette évolution. En un mot, d'entendre le consentement du peuple français qui a changé sur le mariage et sur les personnes qui peuvent se marier sur son sol national. Alors justement, pour que ce texte puisse passer le couperet du Conseil constitutionnel, vous vous en êtes emparé avec la commission des lois. Un premier amendement demande à ce que les futurs mariés fournissent la preuve du caractère régulier de leur situation sur le sol français. Le deuxième allonge à 2 mois contre 2 semaines actuellement le délai dont dispose le procureur de la République pour mener l'enquête sur un mariage sur lequel il y aurait un doute. L'absence de réponse de sa part vaut aussi refus. Actuellement, un silence oblige les maires à procéder au mariage. Et le texte a divisé la droite et la gauche. Avec des positions irréconciliables, la socialiste Corinne Narassiguin estime que cela va dissuader les étrangers de se marier. Ils renonceraient donc à leur liberté fondamentale, ce qui serait anticonstitutionnel. Le communiste Fabien Gay a eu aussi des mots très forts à votre égard. D'après lui, vous installez le Rassemblement national au pouvoir. On l'écoute. Et vous nourrissez un fantasme, des illusions, parce que nous sommes dans un mouvement mondial où l'extrême droite est en train de ratisser partout. Quand on fait d'affilée Mayotte, remise en cause du droit du sol, le 51e fois sur l'excuse de minorité et la justice des mineurs, la laïcité dans le sport, restreindre l'AME ou encore bientôt le débat sur restreindre les prestations sociales, je pense que vous donnez à chaque fois le point à l'extrême droite. Et je vous le dis, chers collègues, je pense que vous vous ferez avaler. Parce qu'ils ne vous reconnaîtront pas en réalité ce que vous essayez de porter. Ils le reconnaîtront à l'extrême droite. Alors, il s'adressait à vous, aux sénateurs de la droite et du centre. Qu'est-ce que vous lui répondez à Fabien Gay ? Je lui réponds que quand la droite n'est pas capable de répondre aux aspirations des Français, c'est là où on risque d'installer l'extrême droite. Aujourd'hui, clairement, c'est une loi de bon sens. Imaginez un OQTF condamné pour apologie du terrorisme, se marier, vous savez, la célébration du mariage, on lit le Code civil. Il y a 5 articles du Code civil. Je pense que cette personne-là, fondamentalement, n'a pas grand-chose à voir avec l'union matrimoniale. Il s'en moque totalement. C'était une voie détournée pour régulariser à terme sa situation. Donc c'est une loi de bon sens. On l'a sécurisée constitutionnellement. Parce que, vous l'avez dit, il y a eu 4 jurisprudences en fait, de 93 à 2012. Mais ce que personne n'a noté, et j'ai voulu le dire en séance, c'est qu'il y a une inflexion du Conseil constitutionnel dès 2012. Donc c'est-à-dire il y a 13 ans, qui dit que quand même il appartient aux législateurs de mettre des bornes. Le mariage, la liberté de se marier n'est pas un droit absolu. Déjà, il faut le dire, aujourd'hui, il y a déjà 4 limites. Oui. Limites. Ah non, la polygamie, être mineur, le vice de consentement et la consanguinité. À partir de là, rajouter une condition, notamment quand on est ressortissant étranger, de prouver qu'on est en situation régulière, de donner la main et le dernier mot au procureur. Je pense que c'était important pour qu'il y ait des voies de recours potentiellement. Et pour soulager les maires aussi. Et pour protéger les maires. Nous, ce qu'on a voulu, c'est protéger les maires et lutter efficacement contre ce qu'on appelle les mariages blancs ou les mariages gris. Parce qu'il en existe, contrairement à ce que j'ai pu entendre hier dans l'hémicycle. Nous avons 500 à 700 personnes mises en cause qui ont pris le mariage pour des objectifs autres que l'union matrimoniale. Donc ça existe en France, on a des chiffres, il y a 35 000 globalement mariages mixtes, je ne dis pas qu'ils sont tous
en situation irrégulière, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on voit qu'il y a un volume quand même conséquent de mariages mixtes et qu'il faut sécuriser les mères et éviter des mariages blancs ou frauduleux. Donc 500 ou entre 500 et 700 cas justement comme oui, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous savez, il y a le code pénal qui vient pénaliser si dorénavant on a en fait contourné en fait l'objectif du mariage à des fins autres que l'union matrimoniale, donc de régularisation par exemple. Alors maintenant, le texte, il doit aller à l'Assemblée. Oui. S'il venait à être adopté à l'Assemblée, est-ce que vous êtes certain qu'il passera l'étape du Conseil constitutionnel? L'idée, c'est pour ça qu'on a gardé l'article de Stéphane Demy, l'article d'origine, qui en fait cadre la philosophie, vous l'avez très bien expliqué, c'est-à-dire que toute personne en situation irrégulière, pour l'heure, on ne peut pas le célébrer. C'est ce que dit, en fait, pas célébrer le mariage, c'est ce que dit cette proposition de loi. L'idée, c'est de questionner le Conseil constitutionnel. Parce qu'effectivement, Gérald Darmanin l'a très bien dit, la société a évolué en 30 ans. Et des revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel, ça existe. On est parfois trop bridé en disant « Oh là là, on va y avoir une censure du Conseil constitutionnel ». On est là pour écrire la loi. Et le Conseil constitutionnel est là pour dire si oui ou non c'est constitutionnel. Donc, ne nous bridons pas dès le départ et saisissons, je l'ai dit, il y a l'article 61 de la Constitution qui permet à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Je suis sûr que si le véhicule législatif arrive à son terme, qu'il y aura une saisine et au moins le Conseil constitutionnel tranchera. Et puis, j'ajoute un point. Alors, ce n'est peut-être pas la période pour le faire, mais quand Charles Pasqua, en 1993, sur un projet de loi immigration, n'a pas été d'accord avec l'interprétation du Conseil constitutionnel, il a demandé une révision de la Constitution. On peut très bien... Ça pourrait être une option. C'est en tout cas un débat qu'on doit avoir. Est-ce que les libertés et les droits fondamentaux s'appliquent à des personnes qui entrent irrégulièrement sur le territoire français? C'est cela la vraie question. Moi, je ne pense pas. Monsieur Demy non plus. On verra ce que dit le Conseil constitutionnel. Merci Audrey. À tout à l'heure. À tout à l'heure, on parlera de la retraite chez nos voisins européens. Ce sera à suivre, effectivement, dans le club. On va continuer avec l'actualité du Sénat, l'actualité de la semaine marquée par l'audition de Richard Ferrand. Vous l'avez vous-même auditionné, Stéphane Le Rudulier. Oui. Sa nomination a été actée à une voix près par le Parlement. Et cette nuit, on a appris que le décret avait été publié. Il est donc officiellement le prochain président du Conseil constitutionnel, alors que vous et les socialistes, vous demandiez à ce qu'Emmanuel Macron renonce à cette nomination. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Dont acte? Alors, moi, je n'ai pas demandé, en tout cas... Laurent Wauquiez, là. Laurent Wauquiez, quand on parlait de Constitution, il faut respecter la Constitution. Et là, ce n'est pas une interprétation du Conseil constitutionnel. Effectivement, il a manqué une voix pour avoir une majorité de blocage des 3/5 par rapport à la nomination de Richard Ferrand. Il faut respecter le scrutin. Ce qu'on avait demandé... Donc là, vous n'étiez pas d'accord avec Laurent Wauquiez? Moi, ce que j'avais demandé, c'est que le président renonce à le nommer président du Conseil constitutionnel. Donc, acter le fait qu'il soit nommé au sein du Conseil constitutionnel, mais peut-être changer de pied. Pourquoi? Parce que... Simplement, bon. Simplement, pourquoi? Parce que d'une part, être président du Conseil constitutionnel, c'est l'image de l'institution, c'est pas un jeu, l'image de l'institution qui est en cause. Il sort quand même très fragilisé de cette séquence. Très fragilisé. Vous savez, plus il n'a pas eu de chance. Quand on passe après le premier de la classe, un petit clin d'œil à mon ami Philippe Bas, parce que c'est un éminent juriste qui rejoint le Conseil constitutionnel, et je m'en réjouis. C'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand on n'a pas une carrière de juriste. J'ai été assez déçu de sa prestation. Après, c'est mon intime conviction, mais dès lors qu'on posait des questions assez pointues sur des jurisprudences du Conseil constitutionnel, on a l'impression qu'il répondait comme un étudiant de première année de droit, et encore. Mais tout cela étant dit, Emmanuel Macron, j'avais peu d'espoir qu'il change d'avis. Maintenant, il est président du Conseil constitutionnel. Voyons dans la durée ce que ça donnera. On veut passer à l'actualité dans nos régions. Grâce à nos partenaires de la presse régionale, on va aller à Bourges où on retrouve Thomas Migaud. Bonjour Thomas et bienvenue dans cette émission. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Berry Républicain. Thomas, il y a un an, le département du Cher mettait en place une expérimentation dans le secteur de Saint-Amand-Montrond. Expérimentation du RSA sous condition. Quel est le bilan ?
On a des petits problèmes de son, Thomas. Je ne sais pas si on va pouvoir vous retrouver dans quelques secondes. On va peut-être essayer de régler le problème. Est-ce que vous nous entendez ? Ah ben on vous entend pas. Allez, on va essayer de vous retrouver dans quelques instants, Thomas, évidemment, pour parler de ce sujet. On va parler de votre parti, du coup, des Républicains, Stéphane Le Rudulier. Ce match entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, l'élection, ce sera à la mi-mai. Est-ce que, comme Gérard Larcher, vous votez Bruno Retailleau ? Vous connaissez mon parcours, j'étais son porte-parole en 2022. Bruno est quelqu'un avec des qualités exceptionnelles qui s'est révélé en qualité de ministre de l'Intérieur, qui permet j'allais dire, à la droite d'avoir une bouffée d'oxygène et surtout des espoirs pour 2027. Donc oui, je voterai Bruno Retailleau, mais il faut dire que les deux candidats sont des candidats sérieux. Laurent Wauquiez est une des personnalités de notre parti politique. Moi, ce que je demande, c'est que tout ça se passe en bonne intelligence et que ça ne soit pas la guerre des chefs. Je pense qu'on est parti pour avoir un débat, non pas d'idées, parce que sur le fond, ce sont des personnes très proches idéologiquement, mais un débat de personnes, savoir qui peut incarner au mieux. Et qu'est-ce qui va faire la différence ? Ça va se jouer sur quoi, selon vous ? Sur la personnalité, je pense, principalement, et sur le fait qui est en fait la personne la plus à même à refonder notre parti pour se préparer aux échéances de 2027. Vous redoutez une forme, on a beaucoup parlé de guerre des chefs, le mot était un peu excessif, mais est-ce que vous redoutez que ça tende, que ça crée des tensions, des divisions au sein des Républicains ? Non, il peut y avoir une saine concurrence, il ne faut pas avoir peur de la concurrence et d'une élection interne. Au contraire, on rend la main aux électeurs, aux militants, et je pense que c'est bien pour la vitalité de notre mouvement. Ce qui est, je pense, plus intéressant, c'est de savoir si le président qui sera élu sera notre candidat naturel pour une éventuelle primaire du bloc central. Voilà, ça ces questions-là. Pour vous, ça doit être ça ? Le prochain président des Républicains, ça doit être le candidat de 2027 ? 2027, en tout cas, de candidats qui pourraient défendre nos idées dans le cadre d'une primaire, parce que je ne pense pas qu'on va gommer d'un trait les prétentions d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin ou d'autres personnalités. Donc pour vous, il faut Xavier un Bertrand. candidat du bloc central. Ah mais moi j'ai tout le temps pensé que la tripartition de notre vie politique avec ces deux extrêmes et ce bloc central nous amène à avoir un raisonnement de dire il nous faut qu'un seul et unique candidat au bloc central. Pourquoi ? Parce que si vous avez 2 voire 3 candidats du bloc central, on sait très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer avec un duel entre l'extrême gauche et l'extrême droite, et je pense que les Français nous en voudront. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément pour un candidat LR. Si Édouard Philippe, si Gabriel Attal, si Gérald Darmanin sont les mieux placés, vous les soutiendrez ? Écoutez, oui, voilà, mais après, c'est le système de répartition, de départition qui va nous amener, je pense, et je l'ai demandé, que ça ne soit pas 3 mois avant ou 4 mois avant les présidentielles. On sait ce que ça a donné, les primaires dans notre parti politique. Je pense qu'on doit avoir du recul et se dire, 9 mois avant, on regarde qui est le plus à même de représenter le bloc central pour pouvoir avoir une chance de bloquer l'extrême gauche ou l'extrême droite et qu'on soit qualifié pour le second tour. On va retourner à Bourges rapidement du coup, pardon Thomas. Thomas, on va parler du RSA sous condition en quelques mots du coup. Alors quelques mots, voilà, c'est vrai qu'on a voulu faire nous un point d'étape au Républicain sur cette mesure de RSA sous condition. Le département du Cher a décidé de l'expérimenter depuis l'an passé. Vous savez que le versement de ce RSA sous condition, c'était une mesure défendue par le président Macron lors de la dernière campagne de son élection présidentielle, avec un objectif du retour de plein emploi. Ce RSA sous condition, c'est évidemment aussi à la clé des sanctions en cas de non-respect de ces conditions, des conditions
conditions, c'est 15 heures d'activité hebdomadaire qu'il faut respecter, des formations, des immersions en entreprise, des ateliers, des entretiens. Monsieur Le Rudulier, vous savez aussi que c'est un sujet très clivant, gauche-droite. Ces défenseurs y voient un meilleur accompagnement des allocataires pour se réinsérer professionnellement parlant. Vous savez qu'aussi la gauche y voit une mesure punitive, stigmatisante. Première question, savoir quelle était votre position sur cette mesure, et je voulais savoir si vous aviez également tiré des enseignements de votre propre expérimentation dans les Bouches-du-Rhône. Je crois que votre département l'a testé depuis 2023. Écoutez, moi je pense concrètement que c'est une mesure qui permet d'accélérer le retour à l'emploi de ces personnes-là et qui permet également à la personne de rester digne. C'est-à-dire qu'elle peut regarder l'ensemble des Français les yeux dans les yeux en disant « Oui, je suis allocataire du RSA, mais je donne une contrepartie à cela. » Et cette contrepartie, c'est en fait un marchepied pour accéder, pour se réinsérer plus facilement que de rester chez moi à percevoir une allocation en étant, on va dire, en rupture avec la société. Merci. Avez-vous des enseignements ou pas? Pardon. J'ai pas entendu. Sur les enseignements. Dans les Bouches-du-Rhône? Non, j'ai pas de chiffres. Je pense que c'est bien d'expérimenter. Je pense que plusieurs de ces mesures sociales doivent prendre la voie de l'expérimentation. Maintenant, il faudra faire un point d'étape assez rapidement. Merci Thomas, merci pour les petits problèmes de son. On regarde la une du Berry républicain, RSA conditionné. Il témoigne, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup et merci Stéphane Le Rudulier. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. On va accueillir à votre place un autre républicain. C'est Christophe Gomard qui nous rejoint.